Bien, eh bien, bonjour à tous. Je suis Philippe Gillet, cofondateur et CTO de GateWatcher. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui du NDR, notre NDR qui s'appelle IonIQ. Quelques mots juste avant sur GateWatcher. Donc GateWatcher, c'est une société française qui a été créée par Jacques Delarivière et moi-même en 2015. On est aujourd'hui qualifié par l'ANSSI pour la loi de programmation militaire, avec des sondes dites souveraines, donc avec TrackWatch, donc, qui est notre produit phare. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le produit de NDR IonIQ, donc NDR pour Network Detection and Response. Et l'enjeu, c'est de vous présenter en fait qu'est-ce qu'on est capable de détecter avec du NDR, notamment quand il y a des flux chiffrés. Donc c'est une question qui revient très souvent. C'est pour ça aujourd'hui qu'on fait ce webinaire. C'est au final, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de flux chiffrés. La question revient souvent, c'est vraiment, bah oui, ok, vous êtes une sonde réseau, tous les flux sont chiffrés, est-ce que vous êtes encore capable de voir quelque chose? Voilà, le titre est un peu provocateur. Le trafic est chiffré, on pense que vous voyez rien, d'accord, très bien. Eh ben, on parie, on va regarder ça. Le but est vraiment de démystifier aujourd'hui tout, tout, tout ce qu'on voit autour de ça. Hein. C'est vraiment d'être, je dirais, assez pragmatique et logique. C'est pas de cacher les choses, c'est vraiment de les expliquer concrètement. Et c'est à la fois de la vulgarisation et un peu rentrer dans la technique. Et ça va vous permettre de comprendre qu'en fait, quels sont les enjeux actuellement, quels sont les enjeux dans le futur pour la partie NDR. Et vous allez voir que la conclusion, je le dis un petit peu en avance, mais c'est que le NDR voit très très bien un certain nombre de choses, et notamment avec des flux chiffrés, voire mieux avec des flux chiffrés. Donc voilà. Avant, un petit historique quand même sur tout le contexte. Hein, qu'est-ce qu'on appelle le chiffrement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc vous avez un petit schéma en fait qui apparaît en dessous qui vous montre l'évolution en fait du chiffrement au travers des dernières années. Donc vous voyez qu'il y a une courbe quand même extrêmement forte de progression, que ça soit sous Linux, que ça soit sous Windows, sur les téléphones mobiles. Et donc on arrive à des proportions de flux chiffrés qui sont à 80-90%, voire plus aujourd'hui. Donc on peut quasiment dire que la plupart des flux sont chiffrés, mais pas tous, hein, clairement. Il y a voilà, souvent on entend ici et là que voilà, avec l'arrivée du dernier de TLS 1.3, donc qui est voilà, la dernière version de chiffrement sur HTTP, que en fait c'est un peu la fin, qu'on ne peut plus déchiffrer du tout, que tout est fini, etc. C'est une promesse qu'on nous a fait il y a quelques années avec la 1.1, la 1.2, et maintenant avec la 1.3, on nous dit que là vraiment c'est game over et que il faut passer à autre chose. Donc, voilà, je propose qu'on regarde un petit peu cet aspect-là dans le webinaire. Autre point, hein, c'est que au-delà de HTTP, qui aujourd'hui est extrêmement majeur hein, partout, il y a d'autres protocoles qui existent, hein, DNS, la voix sur IP, etc., etc. Est-ce que ces flux aujourd'hui se chiffrent? Et on voit qu'effectivement c'est le cas aussi. Donc, il y a une vraie question légitime hein, qui est, finalement, vu que tout ça est chiffré, est-ce qu'on est encore capable, avec le peu qui nous reste, d'arriver à avoir un certain nombre d'attaques? Voilà. C'est la vraie question qui va se poser aujourd'hui. Pour ça, hein, je l'ai dit, on va vraiment rentrer dans le concret, dans le dur. On ne va pas rester sur la théorie, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Il y a de très bons cours théoriques sur le chiffrement. Si à un moment vous dormez mal et que vous avez besoin d'aller regarder tout ce genre de choses, aujourd'hui, on va vraiment rester dans le concret. Comme j'aime dire régulièrement, moi j'aime bien revenir à des choses basiques. Et donc pour pouvoir trancher ce débat, il faut à la fois parler vraiment de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Je ne vais pas forcément parler de ce qu'on voit, nous, utilisateurs lambda, je dirais, sur Internet. Hein. Je vais parler vraiment du cas de l'entreprise, là où on pose les sondes. En dernier lieu, on fera une démonstration qui est un petit peu provocatrice, hein, clairement, c'est d'essayer de détecter l'indétectable alors que c'est entièrement chiffré. C'est-à-dire vraiment
prendre le contre-pied total et dire on n'a jamais réussi à détecter ce genre d'attaque, c'est chiffré et c'est impossible, et ben, on va y arriver quand même. Comme je l'ai dit, pour partir sur de bonnes bases, c'est très important. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde que aujourd'hui, il y a vraiment deux mondes qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir entre eux, même si, je dirais, il y a la même base, il y a les mêmes protocoles, etc., etc. On est dans deux modes de fonctionnement et deux réflexions qui sont vraiment différentes. On a d'un côté ce qu'on appelle la sphère privée et de l'autre côté le monde professionnel. Et les objectifs ne sont absolument pas les mêmes. Quand on regarde la sphère privée, en tant que particulier, de quoi on a envie eh ben, on a envie qu'on ne voit pas notre historique de navigation. On a envie que quand on achète quelque chose sur Internet, ça soit entièrement chiffré. On n'a pas envie que notre code de carte bleue se promène partout ou que nos identifiants se promènent partout. On n'a éventuellement pas envie que notre opérateur ou que n'importe qui sache sur quel site on va, quelle est notre activité. On n'aime pas être tracé, hein, c'est normal. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui nous suit. Et ben, on n'a pas envie d'être suivi non plus sur Internet. Et on va retrouver un certain nombre d'outils qui sont, et que j'utilise moi-même personnellement, que d'autres utilisent hein, évidemment dans notre secteur, hein, qui sont des outils qui vont nous permettre de nous camoufler un maximum. Alors je cite Tor, mais il y en a d'autres. Et ce sont des outils qui sont utilisés par les particuliers, dans certains cas, évidemment, dans certaines entreprises pour des cas extrêmement précis, mais ce sont des outils qui sont extrêmement majoritairement utilisés par des particuliers. Voilà. Donc la sphère privée comme ça. De l'autre côté, dans la sphère professionnelle, et ben en fait, on a quelque chose qui est quasiment perpendiculaire à ça. C'est-à-dire que l'entreprise en elle-même, elle a un besoin de contrôler complètement ce qui se passe au sein de son réseau et notamment ce que font les utilisateurs. Et donc typiquement, je prenais l'exemple de Tor. Dans 99,999% des cas, dans les entreprises, clairement, le trafic Tor n'est absolument pas autorisé, il est bloqué. C'est d'ailleurs un enjeu sur certains équipements, c'est de pouvoir le bloquer un peu de partout. Mais donc, il y a vraiment une volonté des entreprises d'absolument bloquer ce genre de choses. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, on a besoin de transparence, on a besoin de savoir ce qui se passe. Et donc, typiquement, on parlait de DOH, hein, donc de DNS over HTTPS. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous fait peur dans le sens où pour en avoir discuté avec quand même beaucoup de clients, le DOH est interdit en entreprise, ça pose beaucoup de problèmes. Et en fait, en entreprise, on a besoin de savoir quels sont les sites qui sont consultés, savoir les requêtes qui sont émises, ne serait-ce que pour des diagnostics. Et donc, on nous prédisait, je dirais, la fin de DNS et la possibilité d'utiliser les données présentes dans DNS. En réalité, dans les entreprises, c'est absolument pas le cas. Je prenais l'exemple de la navigation privée du côté de la sphère privée. Au contraire, dans l'entreprise, on a des proxys, on a un historique, tout est stocké, tout est tracé. Un exemple, hein, si en entreprise un site pédophile était consulté, il faudrait bien évidemment retracer sur des mois qui a pu consulter ce site pour pouvoir poursuivre la personne. Donc du coup, il y a vraiment un besoin de traçage extrêmement fort dans les entreprises. Donc, tout ça pour dire qu'on est clairement sur deux visions complètement différentes, deux objectifs complètement différents dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Et c'est sur ce constat qu'on va vraiment capitaliser pour justement vous montrer ce qu'on est capable de faire et ne pas chercher à répondre à des questions qui ne se posent pas, comme typiquement qu'est-ce que vous faites contre du DOH ou qu'est-ce que vous faites contre du Tor. En fait. Ça n'a pas de sens en fait dans le cadre d'une entreprise. Quelques éléments de contexte également sur le déchiffrement. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de déchiffrer je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas forcément une bonne compréhension déjà de ce que c'est faire le déchiffrement et de qu'est-ce qu'on est capable de déchiffrer, puisque la capacité à déchiffrer dépend énormément de l'endroit où vous êtes situé pour déchiffrer. Et donc, j'ai cité, hein, sans pour autant être exhaustif, je cite un certain nombre d'éléments qui sont en capacité de déchiffrer.
Alors le premier, qui n'est pas en fait le plus connu, mais je tenais à le mettre parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, va monter en puissance, en tout cas dans le futur, et afin de pouvoir diagnostiquer et déchiffrer, c'est ce qu'on appelle un NPB, donc un Network Packet Broker. Donc il faut le voir un peu comme des gros switches, des gros tapes, qui en fait ont cette capacité à casser le paquet en deux, hein, c'est le packet broker, mais c'est surtout qu'en fait ils sont en capacité ils voient passer l'ensemble des flux, ils sont inline, et donc ils peuvent déchiffrer la volée en ayant éventuellement les certificats stockés, etc., etc. Donc c'est quand même un bon moyen, c'est un bon moyen en fait de massivement déchiffrer. C'est le cas aussi sur le firewall qui est inline, hein. Le firewall a exactement la même capacité que le Network Packet Broker. La seule chose, c'est qu'on le fait un peu moins sur le firewall parce que le firewall a suffisamment de travail déjà à faire. Si en plus on le charge avec du déchiffrement, rapidement, on arrive à des problématiques de performance. On a ce qu'on appelle le TAP SSL et le VTAP SSL, c'est-à-dire un TAP un petit peu intelligent. Donc le TAP, hein, c'est un élément qui permet de dupliquer les flux. Et en fait, le TAP SSL, c'est un TAP un peu plus intelligent qui va permettre de déchiffrer également, sachant que la plupart du temps, le TAP n'est pas inline, il peut être en dérivation, et donc là, on a d'autres problématiques de déchiffrement. Le proxy, typiquement le proxy, on en trouve dans toutes les entreprises. C'est pour le flux, ce qu'on appelle montant, c'est-à-dire des utilisateurs qui vont aller sur Internet, pas le contraire, hein. Et donc, du coup, là, c'est de l'interception de certificats, du remplacement, ce qu'on appelle souvent du man in the middle, et ça permet effectivement de déchiffrer. Voilà. Donc ça, c'est les plus connus. Alors, vous avez ce qu'on appelle aussi l'agent. Maintenant, souvent aussi, on parle d'EDR, parce que c'est quand même quelque chose qui est très déployé. Moi, je préfère parler d'agent parce que c'est plus générique. En fait, on peut à un moment imaginer déchiffrer des sessions, notamment TLS, au niveau du poste de travail, du endpoint, avec un agent. Donc, il suffit juste d'intercepter, de remplacer. C'est un man in the middle, mais local, en fait. Le WAF, c'est un reverse proxy. Donc, le reverse proxy consiste pareil, à faire un man in the middle, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui sont par exemple sur Internet vers l'entreprise, vers les serveurs. Et le load balancer, qui est quasiment la même chose, qui peut servir aussi à déchiffrer. Donc, tous ces éléments-là, quand on les passe en vue, on se rend compte que ils sont tous capables de déchiffrer. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que suivant l'endroit où on se trouve, on ne verra pas forcément la même chose. Typiquement, quand on se situe au niveau d'un endpoint, on ne va voir que ce qui atterrit sur un endpoint, mais on peut voir éventuellement plus de choses parce que on va voir les flux reconstitués. Alors que quand on le voit au niveau du réseau, c'est plus diffus, on voit beaucoup plus de choses, mais parfois, on va louper un certain nombre de trucs qui ne sont vus que côté endpoint, et vice-versa. Voilà. Donc tout ça pour dire, sans rentrer trop dans la technique, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais vous avez un certain nombre d'équipements qui sont clairement dédiés à faire du déchiffrement. Il faut savoir où le faire, il faut savoir quand le faire, il faut savoir aussi si c'est utile. En tout cas, une chose est complètement sûre, c'est que quelle que soit la technologie, quels que soient les stacks technologiques que vous allez empiler, il n'y a aucune garantie, notamment avec TLS 1.3 et les dernières évolutions, Diffie-Hellman, etc. Il n'y a aucune garantie que vous ayez 100% du flux qui soit déchiffré. Et notamment pour une bonne raison, c'est que vous avez certains éditeurs, on pourra citer Google, mais on pourra aussi en citer d'autres, mais c'est certainement le plus connu parce qu'ils ont comme navigateur Chrome. Mais ces éditeurs-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des techniques qui vont empêcher l'interception de certificats. Et donc, typiquement, quand vous allez aujourd'hui tester vous-même, quand vous allez sur Gmail avec Chrome, essayez de faire de l'interception et vous allez voir que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent tout un tas de techniques derrière qui font que si Gmail se rend compte que le certificat a été intercepté entre Chrome et Gmail, il va refuser. Donc, du coup, ça devient de plus en plus dur. Les éditeurs s'en mêlent. Ce n'est pas forcément des standards qui sont utilisés. Ça peut être assez crade d'ailleurs, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous n'aurez jamais la capacité, vous n'aurez jamais l'assurance à 100% que votre flux soit déchiffré. Voilà. Si déjà vous en déchiffrez 80-90%, c'est déjà pas mal. La question qui se pose derrière, et c'est la bonne question, c'est je ne serai jamais en capacité de déchiffrer 100% des flux. Néanmoins, est-ce que c'est un problème? Et c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'en réalité, je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance, mais
En fait, ce n'est pas vraiment un souci. Et donc, on va expliquer pourquoi. Avant d'arriver dans les explications techniques de ce qu'on fait, un rappel qui est, à mon avis, un des plus importants et celui qui s'il y a peut-être une chose à retenir dans le webinaire aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci, c'est qu'en fait, quand on parle notamment de protocoles avec du chiffrement, le raccourci c'est TLS, HTTPS, mais c'est clairement majoritairement aujourd'hui ce qu'on trouve. C'est quoi la conséquence in fine de tout ça? Et bien c'est qu'en fait le contenu du message, c'est ce qu'on appelle souvent le payload en anglais. Le payload, lui, n'est plus accessible. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Donc je le répète pour que ça soit plus clair et peut-être je dirais le dire d'une autre manière. Ça veut dire que si jamais vous vous retrouvez sur un flux chiffré HTTPS, ça veut dire que vous aurez l'ensemble des informations qui vont être échangées, ce qu'on appelle les métadonnées. Mais par contre, le payload pur, c'est-à-dire vraiment le message en lui-même, n'est pas accessible. Voilà. En tout cas, en théorie, ne l'est absolument pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les outils qui sont sur l'analyse qu'on appelle de payload, donc notamment ce qu'on appelle les outils à base de signature, puisque vous signez un payload la plupart du temps, et ben, en toute théorie, il devrait échouer. Voilà. Alors ça, c'est la théorie. La pratique est un tout petit peu plus complexe que ça, parce que, comme je l'ai dit, on se base uniquement sur le payload, c'est-à-dire ce qui est transmis. Néanmoins, on peut tout à fait faire des signatures sur beaucoup d'autres choses en réalité que le payload. On peut faire des signatures sur l'émetteur d'un message, sur le destinataire d'un message, sur la temporalité du message, quand est-ce qu'il a été envoyé. On peut faire la signature sur justement le chiffrement, le type de chiffrement qui est utilisé, le certificat qui est utilisé. Et donc c'est ce qu'on dit par la suite, c'est que il y a tout un tas d'informations qui sont présentes dans ce qu'on appelle les en-têtes. Et notamment maintenant, on a des techniques de détection de type GA3, GA3S, GARM pour ceux qui en ont entendu parler, etc. En fait, en vrai, on n'a absolument pas besoin d'accéder au payload, ça ne nous sert à rien en réalité. Il y a tout un tas de manières de faire qui font que vous allez créer des signatures sur des flux chiffrés, mais pour autant, ça va fonctionner quand même puisque vous basez sur ces en-têtes, ces métadonnées. Et donc, vous allez voir que le mot le plus important à retenir aussi, c'est le mot métadonnées. Et on va y revenir largement par la suite. Mais donc, vous voyez, en fait, pour être très clair, la notion d'IDS, donc Intrusion Detection System, qui est basée sur la signature, et comme les antivirus sont basés sur les signatures, donc toutes ces technologies sont censées, d'une certaine manière, ne plus être efficaces, mais pour autant, elles le restent parce que on bascule progressivement d'un monde où les signatures étaient basées sur le payload à un monde où elles sont basées uniquement sur les métadonnées. Et ça, c'est sans compter sur le fait qu'en réalité, on en parlait tout à l'heure, on est sur 80, 70, 80, 90% peut-être de flux chiffrés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en reste entre 10 et 30% tout le temps. Et il en restera toujours pour plein de raisons, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est que le monde de l'entreprise a besoin de contrôle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que vous avez un monde aujourd'hui où, effectivement, voilà, c'est compliqué aujourd'hui de faire la signature sur le payload. Néanmoins, sur les flux qui ne sont pas chiffrés, ça fonctionnera toujours. Et on a de plus en plus de signatures qui sont sur des métadonnées. Et sur ces métadonnées, on est capable de faire des bonnes signatures et donc de détecter un certain nombre de choses. Voilà. Et chose nouvelle en fait qui arrive désormais, c'est que ces métadonnées, elles sont intéressantes à plusieurs points de vue, et notamment pour ce qu'on appelle les algorithmes de machine learning, ou ce qu'on appelle aussi les algorithmes d'analyse statistique. Alors on fait une distinction assez forte là-dessus, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à appeler le moindre script et le moindre analyse du machine learning et d'intelligence artificielle. On n'est pas ici aujourd'hui pour faire du marketing on va appeler un chat un chat. Il y a du côté des vrais algorithmes de machine learning, de l'auto-apprentissage, du deep learning, des choses comme ça, et de l'autre côté, des modèles mathématiques qui sont connus depuis des dizaines d'années, des analyses statistiques, des analyses temporelles, etc. Et en fait, toutes ces métadonnées peuvent être utilisées au travers de ces différents modèles.
Et on en vient à ce que j'ai dit, et ça va être très clair, vous allez voir par la suite, hein, c'est pareil, hein, c'est le message à retenir le plus important de cette session, c'est les métadonnées, c'est le nouvel or jaune, c'est de l'or en barre. Et vous allez voir à quel point, en fait, on ne se rend pas compte, mais à quel point la métadonnée est importante. Et pour ça, bah, c'est compliqué à voir parce que, enfin, souvent, nous, on a tendance à parler technique et la métadonnée, ça parle pas trop, etc. Donc, on va essayer de faire un parallèle avec ce qu'on appelle les services de renseignement parce que tout le monde a certainement vu notamment cette série sur Canal+, hein, donc le Bureau des légendes, et donc ça parle un peu plus à tout le monde et on va essayer de comprendre en fait à quel point la métadonnée dans le monde du service de renseignement est utile. Et vous allez voir, c'est très très proche en fait de ce qu'on a nous dans l'informatique. Donc on va imaginer que, par exemple, vous avez un service de renseignement qui va écouter des appels téléphoniques entre plusieurs personnes. Et là, manque de bol, et ben, les deux personnes qui vont communiquer, ou le groupe de personnes qui va communiquer, ce groupe de personnes, en fait, ce groupe de personnes va utiliser une communication chiffrée. Signal, Element, Trema, WhatsApp, peu importe. Toujours est-il que le service de renseignement n'a pas la capacité à comprendre en fait ce qui est dit dans la conversation. Donc, on a tendance à se dire, bah ok, bah, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Donc en fait, game over, ils n'auront aucune information de ce qui va se passer. Et en fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand vous avez plusieurs interlocuteurs qui communiquent, vous avez déjà une première information qui est le nombre d'interlocuteurs. Ça a son importance. Est-ce que c'est deux personnes qui communiquent? Est-ce que c'est plusieurs personnes qui communiquent? Et qui sont ces personnes qui communiquent? Ça peut être très intéressant de voir un certain groupe, par exemple 3 personnes, qui ne sont pas censées se connaître, ou au contraire qui se connaissent très très bien. Pourquoi ils communiquent? Pourquoi ils communiquent entre eux? Et pourquoi ils sont 3? Pourquoi ils sont 4? Pourquoi ils sont 5? Ça donne énormément d'informations. Un autre exemple, des pics d'appels rapprochés. C'est-à-dire qu'à un moment, ces personnes communiquent très peu, et puis d'un seul coup, elles communiquent beaucoup. Qu'est-ce qu'elles préparent, en fait? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Des appels de durée spécifique, c'est-à-dire que pourquoi des personnes communiqueraient 5 minutes, pas plus, et ça régulièrement. Pourquoi d'un seul coup, il y aura un appel d'1 heure? Pourquoi après d'1 seconde? Bah, pareil, ça pose un certain nombre de questions. Pourquoi ils chiffrent? Ça, c'est souvent un truc qu'on oublie. Et ça, c'est naturel, hein, je pense que tout le monde le fait, mais quand vous prenez votre téléphone, vous appelez vos amis, etc., vous n'avez jamais pensé, ou alors c'est extrêmement rare, remarquez dans notre milieu, peut-être que tout le monde passe des appels chiffrés, mais quand on appelle ses amis, la première chose à laquelle on pense, c'est juste de l'appeler et de lui raconter ce qu'on a envie. C'est pas forcément le cas quand on va vouloir faire quelque chose qu'on n'a pas envie qu'on sache, et donc là, vous utilisez des appels chiffrés. Et donc là, typiquement, la question se pose pourquoi à ce moment-là, vous utilisez des appels chiffrés? Et pourquoi des appels qui avant n'étaient pas chiffrés avec la même personne, d'un seul coup deviennent chiffrés? Peut-être que vous avez envie de dire des choses que vous n'avez pas envie qu'ils se sachent. Voilà. Et aussi la volumétrie des données échangées. Ça, c'est un truc qui est très bien, notamment pour voir tout ce qui est data leak. Hein, c'est que pourquoi d'un seul coup, il y a autant de données d'échanger, alors qu'au départ, il n'y en avait pas du tout. Pourquoi il y a ce pic, etc. Donc, tout ça pour dire que dans ce parallèle qu'on fait avec les services de renseignement, vous n'avez pas accès à ce qui se dit, mais vous avez un tas d'informations pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc la métadonnée, comme on le dit, c'est l'enjeu du futur de la détection. C'est qu'on va utiliser tout un tas de modèles mathématiques, comme on a dit, machine learning, etc., etc. Pas que machine learning d'ailleurs, mais on va utiliser tout un tas de modèles qui vont permettre de comprendre exactement ce qui se passe, potentiellement mieux qu'en ayant même accès à ce qui est en train de se dire. Et donc, si on continue sur la métadonnée, hein, que je l'ai dit, c'est l'enjeu, eh bien, on comprend quoi? On comprend qu'en fait, elle est vraiment adaptée à l'investigation et l'analyse. Hein. La métadonnée donne beaucoup d'informations, elle est extrêmement riche là-dessus. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, on perd ce qu'on appelle la donnée, donc le payload, mais on gagne la métadonnée. Et donc, qu'est-ce qu'on perd réellement?
en fait, moi j'aime bien revenir vraiment à la base. En fait, on perd le quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se dit? Voilà. Le quoi, je ne l'ai plus. Comme toute personne malvoyante, à un moment, on va s'habituer à être malvoyant et donc on va développer en réalité, on va développer en fait nos autres sens. Et ben, dans notre métier au jour le jour chez GetRusher, en fait, on a fait le deuil du quoi. On est malvoyant et donc du coup, on avait anticipé ça et on a beaucoup développé sur la métadonnée et donc le qui, le quand et le comment. Et donc le qui, c'est notamment c'est la threat intel, hein, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi ces gens-là sont en train de faire un certain nombre de choses. Le quand, c'est les analyses statistiques, les probabilités temporelles, etc. Et le comment, c'est le machine learning, c'est l'intelligence artificielle. Et donc vous voyez qu'en fait, il y a une certaine logique là-dedans. C'est que quand vous faites le deuil d'une certaine chose, et ben, vous allez forcément réinvestir de l'autre côté sur le reste. Et finalement, potentiellement, vous êtes aussi, voire plus efficace. En fait. Et même une petite réflexion par rapport à tout ça, hein, qui est quand même, qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, admettons même qu'on arrivait à tout déchiffrer, et admettons que voilà, TLS 1.3, on déchiffre facilement, c'est très facile en entreprise. En réalité, et ça, c'est un discours qu'on a du mal à faire entendre, mais pourtant c'est une réalité technique à laquelle on fait face aujourd'hui chez GetRusher tous les jours, c'est que c'est pas pour autant que vous comprendriez ce qu'il y a dans le payload. Je m'explique. On parle, en fait, on allie d'une certaine manière aujourd'hui le chiffrement à un protocole chiffré, ce qui est 99,9% des cas. Mais le problème, quand vous avez une attaque, et notamment des attaques qui sont complexes, c'est que ce 0,1% devient extrêmement important. Et ce 0,1%, c'est quoi? C'est la capacité des hackers à utiliser potentiellement des canaux qui sont non chiffrés, par exemple du HTTP, mais que le payload lui-même, uniquement le payload, et pas le protocole, faut être très précis, le payload lui-même, par contre, est chiffré. Par exemple de l'AES. Donc on n'est plus dans du chiffrement asymétrique, on est dans du chiffrement symétrique du payload en lui-même, ce qui n'a en fait strictement rien à voir. Et notamment, si vous regardez, et on en parlera par la suite, mais si vous regardez les outils, les frameworks d'attaque aujourd'hui, la question du chiffrement est optionnelle. En tout cas, la question du chiffrement de protocole est optionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hackers, excusez-moi du mot, s'en foutent. Parce que de toute façon, même si vous interceptiez les trames, le payload est chiffré. Et c'est le plus important, c'est qu'en fait, c'est le cœur du système qui lui-même est chiffré. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un protocole chiffré. Et donc ça, vous pouvez avoir ce que vous voulez, un EDR, vous pouvez avoir un proxy, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Si le payload est chiffré, vous ne pouvez strictement rien faire. Et pareil, vous avez des attaques, ce qu'on appelle des attaques par encodage obfuscation en PowerShell. Aujourd'hui, en fait, l'attaque elle-même est totalement chiffrée. PowerShell, vous regardez, c'est un fichier texte. Hein. Vous ouvrez, c'est du texte pur. Et en fait, vous allez voir un truc complètement incompréhensible. Voilà. Ça peut être encodé, ça peut être obfusqué, ça peut être ce que vous voulez. Toujours est-il que si vous donnez ça à un antivirus, à n'importe quoi, il va vous dire « je ne comprends pas, ça n'est qu'un fichier texte, il n'y a rien à l'intérieur ». Pourquoi? Parce qu'en fait, l'attaque en elle-même, d'une certaine manière, est chiffrée. Alors là, c'est pas du chiffrement, c'est de l'encodage, c'est de l'obfuscation, mais in fine, ça revient exactement à la même chose, puisqu'on ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, on ne comprend pas ce qu'est le payload. Donc, tout ça pour dire, même dans un monde idéal où tout était déchiffré, en fait, en réalité, il est probable que si vous avez une attaque assez puissante, vous ne puissiez rien en faire puisque le payload lui-même est chiffré. Maintenant, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment prendre un peu à contre-pied tout ça et prouver, vraiment vous prouver que non seulement la métadonnée est le futur, mais je pense qu'aujourd'hui, ça semble très clair, mais comme j'ai dit, c'est prendre à contre-pied et dire, OK, on va essayer de détecter des trucs qui n'ont jamais été détectés. Et donc, on s'est lancé un challenge. On s'est lancé un challenge
Et le challenge, c'est quoi? C'est très concret, c'est détecter un framework qui est utilisé partout dans toutes les APT. Alors le but, c'est de le deviner le plus vite possible, mais je pense que ça va venir vite. Donc, quel est le framework aujourd'hui qui est utilisé quasiment dans toutes les APT? Et à chaque fois, on se dit quoi? On se dit, ah, c'est marrant, une nouvelle APT, ah, c'est marrant, encore le même framework, ah, c'est marrant, personne ne l'a détecté, comme par hasard. Et le challenge, c'est quoi? C'est prendre ce framework, le détecter à tous les coups, donc 100% de détection, et le détecter sans faux positif, inférieur à 0,001%. Et donc, si on était capable de faire ça, ça serait une petite révolution contre les attaques cibles. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, vous allez voir où je vais en venir, mais ce type de framework, clairement, à part beaucoup d'humains derrière, dans un SOC, des gens qui sont intelligents, qui sont armés, qui ont l'habitude, effectivement, on peut peut-être arriver à détecter ce genre de choses, mais c'est déjà très rare et très dur. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun outil automatique qui arrive à détecter ce genre de menace. Ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est quoi, hein? C'est malheureux à dire, mais c'est de l'épluchage de logs à longueur de journée par des experts qui n'ont pas que ça à faire pour éventuellement détecter ce genre de menace. Donc si jamais on arrivait à détecter ce genre de menace de manière automatique, ce serait vraiment une révolution. Et on n'arrive pas à les détecter. Pourquoi? Notamment parce que tout est entièrement chiffré. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que c'est souvent le payload qui est chiffré, pas forcément le protocole. Donc c'est bien ce que je disais auparavant. Voilà. Et donc on en vient à deux outils qui sont extrêmement connus, enfin en tout cas un qui est extrêmement connu et l'autre qui commence à prendre de l'importance. Donc on parle bien de Cobalt Strike et de Brugratel. Donc Cobalt Strike on retrouve dans 90-95% des APT, même si je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense qu'à chaque fois qu'on voit une APT, on voit du Cobalt Strike. Et donc on se dit mince, encore eux. Et donc voilà, on en retrouve de partout. Et c'est les spécialistes de ce qu'on appelle du beaconing, c'est-à-dire de cette capacité en fait à communiquer en centrale sans être vu. Et Brugratel qui est arrivé très récemment, qui est une version impressionnante aussi, assez équivalente à Cobalt Strike. Ça inquiète beaucoup les experts parce que on voit fleurir ce genre d'outils et en fait on est quasiment aveugle par rapport à ce qu'ils font. Et donc l'objectif, c'est vraiment de détecter les deux avec 100% de taux de détection et très peu de faux positifs. Voilà. Dans le cadre de la démo, je vais vous passer une vidéo qui a été faite, mais je remets un tout petit peu de contexte avant de vous passer la vidéo. Ce qu'il faut voir, c'est que la démo va être sur ce qu'on appelle la détection de CNC, Cobalt Strike et Brugratel. Donc la CNC, donc Command and Control. Le Command and Control, aujourd'hui, c'est plus 40% à base de Command and Control. C'est les attaques qu'on a vécues entre 2020 et 2021, c'est plus 40%. On a aujourd'hui plus de 10 000 serveurs de CNC qui sont encore en activité, ce qui est énorme en fait. Malheureusement, la France est un peu championne sur le sujet puisqu'on héberge beaucoup de serveurs de CNC. Ces frameworks ont une capacité assez impressionnante pour passer au travers des mailles. Ils sont capables d'imiter du trafic légitime, Amazon, Google, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez clairement, si vous ouvrez votre Wireshark ou autre, vous avez l'impression que c'est du trafic légitime. Deuxième chose, on l'a dit, c'est du chiffrement et du surchiffrement, c'est-à-dire qu'on peut avoir du payload chiffré dans un protocole chiffré, donc ils sont capables de faire les deux. Et c'est capable de faire de l'obfuscation, c'est-à-dire en fait d'essayer d'échapper à des méthodes statistiques, à tout un tas de trucs, en étant très aléatoire, en ajoutant ce qu'on appelle du padding, de l'ajout de données aléatoires, des choses comme ça. Donc en fait, tous ces frameworks, ils ont la même capacité, c'est ce qu'on décrit là. C'est en fait vraiment de tout faire pour échapper à des éventuels outils qui seraient positionnés sur le réseau ou sur des endpoints. Et donc, ce que je vais vous démontrer, c'est comment on arrive à détecter ce genre de truc. Et on va vous présenter le nouveau moteur de détection qu'on a appelé Beacon Hunter chez Gatewatcher. Sachant que c'est quand même 2 ans et demi à plusieurs personnes de R&D uniquement sur ce sujet-là. On n'a pas communiqué, absolument pas depuis des années, parce qu'on voulait faire ça dans le plus grand secret. Et ce qu'on vous présente là, voilà, c'est une exclusivité, c'est vous montrer ce qu'on est capable de faire avec Beacon Hunter. Voilà. Donc comment ça va se passer? On va analyser les métadonnées sur le trafic réseau. On va identifier que c'est un CNC.
avec du chiffrement, avec de l'obfuscation. On va même détecter ce qu'on appelle l'exécution de commande, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer. Donc, on n'a pas accès au payload, mais on va quand même comprendre ce qui va se passer. Et on va permettre en fait d'avoir une vision globale des connexions périodiques. Donc, on peut dire, voilà, attendez, vous avez un CNC, il est toujours là, et c'est toujours en train de communiquer. Voilà. Et donc, j'en arrive à la petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ce que vous voyez, donc je vais mettre sur pause progressivement. Donc cette vidéo, elle va montrer quoi? Elle va montrer déjà les personnes, les acteurs qui sont présents. Donc vous avez l'attaquant, la victime, le serveur C2 et l'analyste. Donc relativement classique. Comment ça va se passer au départ? Classique, hein, ça va être une attaque à base de phishing. C'est le premier truc. Si vous regardez l'actualité, je pense notamment à Uber, parce que voilà, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais souvent, la première chose qui arrive, c'est la corruption au travers d'un simple mail qui a été envoyé, quelqu'un qui a cliqué sur le mauvais truc. C'est malheureusement bête, mais ça arrive toujours comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qu'on va vous montrer dans la vidéo, c'est à la fois le côté très compréhensible, vulgarisé, mais aussi ce qui se passe derrière. C'est toujours intéressant de comprendre en fait les deux côtés et de montrer un petit peu techniquement comment ça se passe. Donc, typiquement, ce que vous voyez là, je le montre en direct, c'est qu'on va lancer notre serveur Cobalt Strike et en fait, on va utiliser un profil Gmail. Alors, à quoi ça sert? En gros, je vais faire croire à d'éventuels outils réseau que le trafic vers mon serveur Cobalt Strike, donc vers mon CNC, en fait, c'est du trafic Gmail, concrètement, ou soit du trafic Google. Là, vous voyez, Gmail modified profile. Donc voilà. Donc clairement, si demain, vous prenez un outil d'analyse, vous allez voir qu'en fait, c'est du trafic Gmail, donc vous ne verrez absolument rien. C'est ça qui est intéressant dans ce genre d'outil, c'est que tout est automatisé, tout est fait, quoi. Et donc là, l'attaquant lance le serveur C2 et envoie un email malveillant à la victime. Donc la victime va cliquer. Voilà. Et donc, suite à l'exécution de la pièce jointe, voilà, la victime va se connecter directement. On parlait du C2, elle se connecte au C2 et donc voilà, pouf, elle arrive et là, tadam, un nouvel ordinateur vient de se connecter. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, le hacker est en capacité de donner des instructions au travers du C2 au poste de travail de la victime. Et par défaut, effectivement, on est sur 60 secondes, c'est-à-dire toutes les 60 secondes, en fait, en fait, la victime va chercher ses instructions et le hacker, il va dire toutes les instructions, tout ce qu'il veut. Et donc, on est sur une connexion, ce qu'on appelle périodique chiffrée, toutes les 60 secondes, toutes les minutes, il vient récupérer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça constamment. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, je vais très rapidement dans les explications. Mais concrètement, si vous êtes un analyste, en fait, qu'est-ce que vous allez voir? Regardez, c'est très intéressant. Vous allez voir en gros du trafic. Alors là, TLS 1.2. Donc vous avez la victime qui communique avec une IP. Et en gros, c'est du trafic chiffré. On ne comprend rien à ce qui se passe. En plus, si on allait dans le détail, on verrait que c'est du trafic à la Google. Donc, a priori, pas vraiment d'alerte sur le sujet. Donc, en gros, on ne voit absolument rien parce que le payload est illisible. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer IonIQ, donc qui est notre produit de NDR, on va être dans l'analyse des métadonnées. Et donc, à partir de ce moment-là, on va détecter des nouvelles connexions périodiques suspicieuses. Voilà. Et pourquoi? Parce que là, on est sur du 60 secondes. Et donc, en fait, on a développé des modules qui permettent d'analyser ce genre de choses, c'est-à-dire quelque chose qui est relativement périodique. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile, une connexion périodique toutes les 60 secondes. J'ai juste à faire une analyse mathématique de qu'est-ce qui revient toutes les 60 secondes. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que malheureusement, dans les entreprises, on retrouve plein de choses qui sont périodiques et ça n'indique pas forcément une action malveillante. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, mais on y reviendra. Mais ce qu'on va montrer maintenant, c'est on a affaire à un hacker qui est un peu plus intelligent. Donc là, on est plus dans une APT. Et ce hacker un peu plus intelligent, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va vouloir être beaucoup plus furtif et donc il va ajouter de l'aléa dans les connexions. Et vous allez voir, ça devient très intéressant. C'est que là, il va passer de connexions qui se passent toutes les 60 secondes, il va passer à 10 à 20 secondes. Alors 10 à 20 secondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va créer un aléa et ça va se passer entre 10 et 20 secondes. Donc par exemple,
18 secondes, 12 secondes, peu importe. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qu'on explique ici, c'est que là, concrètement, la communication va changer, et ça peut être 20 secondes, ça peut être 18 secondes, etc., etc. Donc là, ça change totalement la donne parce qu'il n'y a plus de moyens réellement mathématiques purs, simples, pour détecter ce genre de connexion. Et donc là, bah, de la même manière, hein, si on analysait, voilà, on montre un peu ce que ça donne. C'est pour montrer l'aléa. En fait, l'aléa, bah, malheureusement, c'est le chaos, et donc en fait, on est capable de rien déduire. Voilà. Donc on voit là ici l'aléa que ça génère, mais heureusement, ben, un analyste, ben, il ne verra rien, mais vous allez voir que pareil, quel que soit en fait les manières dont le hacker va configurer Cobalt Strike, qu'il ajoute de l'aléa, du padding, ce que vous voulez, enfin, voilà, dans tous les cas, en fait, on va arriver aussi à détecter ce genre de choses. Et donc, ce qu'on va montrer exactement ici, c'est que, en fait, on va avoir des méthodes d'analyse qui vont être, alors, pour faire assez simple, hein, sans rentrer forcément dans le détail de la R&D, mais on a des méthodes d'analyse qui sont à la fois statistiques, probabilistiques, mathématiques, hein, donc, et on a des algos de machine learning également. Et en fait, la combinatoire de tout ça va faire que quelle que soit la configuration, quelle que soit la manière dont va s'améliorer Cobalt Strike dans l'avenir et Quadratel, en fait, on sera toujours capable de détecter. Et donc là, voilà, ce que vous voyez, hein, c'est en gros, on a un certain nombre d'algorithmes, et en fait, vous voyez, on en déduit quoi? On en déduit que on voit en fait du beaconing. On voit du beaconing, et ce beaconing, vous voyez là au départ, il était toutes les 60 secondes, et c'était facile à détecter. Et donc, on est capable vraiment de détecter du Cobalt Strike dans toutes les situations. Donc, c'est quand même quelque chose qui est majeur, hein, je tiens quand même à le dire, c'est que aujourd'hui, si on devait avoir une APT avec du Cobalt Strike, voilà, avec ce qu'on a développé et ce qu'on va mettre dans la future version, eh ben, clairement, vous avez un truc qui est ultra efficace sur les APT. Voilà. Donc, bon, le but, hein, c'est aussi de vous montrer que ce genre d'outil est très configurable, hein, Cobalt Strike. Le problème, en fait, c'est que souvent, la détection de Cobalt Strike, c'est des erreurs de manipulation. C'est-à-dire un hacker, par exemple, qui utiliserait des certificats par défaut, des choses comme ça. On n'est pas là-dedans. Enfin, clairement, si c'est juste un certificat par défaut, effectivement, il n'y aurait pas besoin de Gatewatcher. Vous prenez une simple règle et ça fonctionne. Là, on est vraiment dans... D'ailleurs, faites le test. Hein, vous prenez Cobalt Strike, vous utilisez toutes les options que vous souhaitez, vous obfusquez dans tous les sens, vous chiffrez, vous faites ce que vous voulez. Et ce qui est sûr, c'est qu'on détectera quand même. Donc, voilà ce qu'on voulait vous montrer. Voilà ce que c'est faire le Gatewatcher. Et voilà, on pense vraiment que c'est une petite révolution par rapport à tout ça. Donc, et j'en arrive à la conclusion. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Si on récapitule, c'est-à-dire que quelles que soient les options activées, obfuscation, chiffrement, jitter, on détecte. C'est valable pour les futures versions et les versions existantes. En fait, on n'est pas à base de signature, on n'est pas à base on se focalise pas en fait sur toutes les options qui sont présentes dans Cobalt Strike. De toute façon, quoi qu'il se passe, vu ce qu'on fait, on sera capable de détecter. C'est aussi quelque chose qui n'a pas besoin de mise à jour. C'est pas à base d'IDS, c'est pas à base de signature. Donc, c'est quelque chose, vous l'avez. Ça ne génère pas de faux positifs. C'est adapté à n'importe quel contexte, c'est-à-dire c'est valable sur de la prod de grands comptes, c'est valable sur de la PME. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, il n'y a pas de miracle, hein. On est prêt à ouvrir la boîte et à montrer aussi derrière encore plus comment ça fonctionne. Il y a déjà quelques clients bêta-testeurs qui le font, mais voilà, on est adapté autant à de la PME qu'à du grand compte, c'est pas un souci. Et peut-être le plus important, c'est que c'est inclus gratuitement dans la future version qui va sortir fin mars 2023, puisque là on est en phase de test dessus, et on est en phase d'intégration sur la prochaine version. La prochaine version est pour fin mars 2023. Donc voilà, donc tous les clients qui ont de l'IonIQ donc bénéficieront gratuitement de la détection de Cobalt Strike et également de Quadratel. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous poser toutes questions. On a un site web,
On a une équipe marketing qui est là pour vous répondre et pour discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à aller sur notre site, à nous poser toutes les questions, à discuter avec nos équipes. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Au revoir.